La conquête de Plassans, partie 5. Chapitre 10. L'été se passa. L'abbé Faujas ne semblait nullement pressé de tirer les bénéfices de sa popularité naissante. Il continua à s'enfermer chez les Mouret, heureux de la solitude du jardin, où il avait fini par descendre même dans la journée. Il lisait son bréviaire sous la tonnelle du fond, marchant lentement, la tête baissée, tout le long du mur de clôture. Parfois, il fermait le livre, il ralentissait encore le pas, comme absorbé dans une rêverie profonde. Et Mouret, qui l'épiait, finissait par être pris d'une impatience sourde à voir, pendant des heures, cette figure noire aller et venir, derrière ces arbres fruitiers. « On n'est plus chez soi, » murmurait-il. « Je ne puis lever les yeux, maintenant, sans apercevoir cette soutane. Il est comme les corbeaux, ce gaillard-là. Il a un œil rond qui semble guetter et attendre quelque chose. » Je ne me fie pas à ces grands airs de désintéressement. Vers les premiers jours de septembre seulement, le local de l'œuvre de la Vierge fut prêt. Les travaux s'éternisent en province. Il faut dire que les dames patronesses, à 2 reprises, avaient bouleversé les plans de M. Lieuteau par des idées à elles. Lorsque le comité prit possession de l'établissement, elles récompensèrent l'architecte de sa complaisance par les éloges les plus aimables. Tout leur parut convenable. Vaste salle, dégagement excellent, cour plantée d'arbres et ornée de 2 petites fontaines. Madame de Condamine fut charmée de la façade, une de ses idées. Au-dessus de la porte, sur une plaque de marbre noir, les mots « œuvre de la Vierge » étaient gravés en lettres d'or. L'inauguration donna lieu à une fête très touchante. L'évêque en personne, avec le chapitre, vint installer les sœurs de Saint-Joseph, qui étaient autorisées à desservir l'établissement. On avait réuni une 50aine de filles de 8 à 15 ans, ramassées dans les rues du vieux quartier. Les parents, pour les faire admettre, avaient eu simplement à déclarer que leurs occupations les forçaient à s'absenter de chez eux la journée entière. M. de Langres prononça un discours très applaudi. Il expliqua longuement, en style noble, cette crèche d'un nouveau genre. Il l'appela l'école des bonnes mœurs et du travail, où de jeunes et intéressantes créatures allaient échapper aux tentations mauvaises. On remarqua beaucoup, vers la fin du discours, une délicate allusion au véritable auteur de l'œuvre, à l'abbé Faujas. Il était là, mêlé aux autres prêtres. Il resta paisible, avec sa belle face grave, lorsque tous les yeux se tournèrent vers lui. Marthe avait rougi, sur l'estrade où elle siégeait, au milieu des dames patronesses. Quand la cérémonie fut terminée, l'évêque voulut visiter la maison dans ses moindres détails. Malgré la mauvaise humeur évidente de l'abbé Fenil, il fit appeler l'abbé Faujas, dont les grands yeux noirs ne l'avaient pas quitté un seul instant, et le pria de vouloir bien l'accompagner, en ajoutant tout haut, avec un sourire, qu'il ne pouvait certainement choisir un guide mieux renseigné. Le mot courut parmi les assistants qui se retiraient. Le soir, tout Plassans commentait l'attitude de Monseigneur. Le comité des dames patronesses s'était réservé une salle dans la maison. Elles y offrirent une collation à l'évêque, qui accepta un biscuit et 2 doigts de Malaga, en trouvant le moyen d'être aimable pour chacune d'elles. Cela termina heureusement cette fête pieuse, car il y avait eu, avant et pendant la cérémonie, des froissements d'amour-propre entre ces dames, que les louanges délicates de monseigneur Rousselot remirent en belle humeur. Lorsqu'elles se retrouvèrent seules, elles déclarèrent que tout s'était très bien passé. Elles ne tarissaient pas sur la bonne grâce du prélat. Seule madame Paloc resta blême. L'évêque, dans sa distribution de compliments, l'avait oubliée. « Tu avais raison, » dit-elle rageusement à son mari lorsqu'elle rentra. « J'ai été le chien dans leurs bêtises. Une belle idée que de mettre ensemble ces gamines corrompues. Enfin, je leur ai donné tout mon temps, et ce grand innocent d'évêque, qui tremble devant son clergé, n'a pas seulement trouvé un merci pour moi.
Comme si madame de Condamin avait fait quelque chose. Elle est bien trop occupée à montrer ses toilettes, cette ancienne. Nous savons ce que nous savons, n'est-ce pas? On finira par nous faire raconter des histoires que tout le monde ne trouvera pas drôles. Nous n'avons rien à cacher, nous autres. Et madame Delangre, et madame Rastoil. Ce serait facile de les faire rougir jusqu'au blanc des yeux. Est-ce qu'elles ont seulement bougé dans leur salon? Est-ce qu'elles ont pris la moitié de la peine que j'ai eue? Et cette madame Mouret, qui avait l'air de mener la barque, et qui n'était occupée qu'à se pendre à la soutane de son abbé Faujas. Encore une hypocrite, celle-là, qui va nous en faire voir de belles. Eh bien, toutes ont eu un mot charmant. Moi, rien. Je suis le chien. Ça ne peut pas durer, vois-tu, Paloc? Le chien finira par mordre. À partir de ce jour, madame Paloc se montra beaucoup moins complaisante. Elle ne tint plus les écritures que très irrégulièrement. Elle refusa les besognes qui lui déplaisaient, à ce point que les dames patronesses parlèrent de prendre un employé. Marthe conta ses ennuis à l'abbé Faujas, auquel elle demanda s'il n'avait pas un bon sujet à lui recommander. « Ne cherchez personne, » lui répondit-il. « J'aurai peut-être quelqu'un. Laissez-moi 2 ou 3 jours. » Depuis quelque temps, il recevait des lettres fréquentes, timbrées de Besançon. Elles étaient toutes de la même écriture, une grosse écriture laide. Rose, qui les lui montait, prétendait qu'il se fâchait, rien qu'à voir les enveloppes. « Sa figure devient toute chose, disait-elle. Bien sûr qu'il n'aime guère la personne qui lui écrit si souvent. » L'ancienne curiosité de Mouret se réveilla un instant à propos de cette correspondance. Un jour, il monta lui-même une des lettres, avec un aimable sourire, en s'excusant, en disant que Rose n'était pas là. L'abbé se méfiait sans doute, car il fit l'homme enchanté, comme s'il avait attendu cette lettre impatiemment. Mais Mouret ne se laissa pas prendre à cette comédie. Il resta sur le palier, collant son oreille contre la serrure. « Encore de ta sœur, n'est-ce pas ?» disait la voix rude de madame Faujas. « Qu'a-t-elle donc à te poursuivre comme ça ?» Il y eut un silence. Puis un papier fut froissé violemment, et la voix de l'abbé gronda. « Parbleu, toujours la même chanson. Elle veut venir nous retrouver et nous amener son mari, pour qu'on le lui place. Elle croit que nous nageons dans l'or. J'ai peur qu'il ne fasse un coup de tête, qu'il ne nous tombe ici un beau matin. » « Non, non, nous n'avons pas besoin d'eux. Entends-tu, Ovide ?» reprit la voix de la mère. « Ils ne t'ont jamais aimé. Ils ont toujours été jaloux de toi. Trouche est un garnement, et Olympe une sans-cœur. Tu verrais qu'ils voudraient tout le profit pour eux. Ils te compromettraient, ils te dérangeraient dans tes affaires. » Mouret entendait mal, très ému par la vilaine action qu'il commettait. Il crut qu'on touchait à la porte. Il se sauva. D'ailleurs, il n'eut garde de se vanter de cette expédition. Ce fut quelques jours plus tard, en sa présence, sur la terrasse, que l'abbé Faujas rendit une réponse définitive à Marthe. « J'ai un employé à vous proposer, » dit-il de son grand air tranquille. « C'est un de mes parents, mon beau-frère, qui va arriver de Besançon dans quelques jours. » Mouret tendit l'oreille. Marthe parut charmée. « Ah, tant mieux !» s'écria-t-elle. « J'étais bien embarrassée pour faire un bon choix. Vous comprenez, il faut un homme d'une moralité parfaite, avec toutes ces jeunes filles. Mais du moment qu'il s'agit d'un de vos parents... » « Oui, » reprit le prêtre. « Ma sœur avait un petit commerce de lingerie à Besançon. Elle a dû liquider pour des raisons de santé. Maintenant, elle désire nous rejoindre, les médecins lui ayant ordonné l'air du midi. Ma mère est bien heureuse. » « Sans doute, » dit Marthe. « Vous ne vous étiez peut-être jamais quittés. Cela va vous paraître bon de vous retrouver en famille. Et vous ne savez pas ce qu'il faut faire? Il y a 2 chambres dont vous ne vous servez pas, en haut. Pourquoi votre sœur et son mari ne logeraient-ils pas là? Ils n'ont point d'enfants? » ?»« Non, ils ne sont que tous les 2. » J'avais en effet pensé un instant à leur donner ces 2 chambres. Seulement, j'ai eu peur de vous contrarier, en introduisant tout ce monde chez vous. « Mais nullement, je vous assure.
Vous êtes des gens paisibles. Elle s'arrêta. Mouret tirait violemment un coin de sa robe. Il ne voulait pas de la famille de l'abbé dans sa maison. Il se rappelait la belle façon dont madame Faujas traitait sa fille et son gendre. « Les chambres sont bien petites, dit-il à son tour. Monsieur l'abbé serait gêné. Il vaudrait mieux, pour tout le monde, que la sœur de monsieur l'abbé louât à côté. Il y a justement un logement libre dans la maison des Paloc, en face. » La conversation tomba nette. Le prêtre ne répondit rien, regarda en l'air. Marthe le crut blessé et souffrit beaucoup de la brutalité de son mari. Aussi, au bout d'un instant, ne put-elle supporter davantage ce silence embarrassé. « C'est convenu, » reprit-elle, sans chercher à renouer plus habilement la conversation. « Rose aidera votre mère à nettoyer les 2 chambres. Mon mari ne songeait qu'à vos commodités personnelles. Mais, du moment que vous le désirez, ce n'est pas nous qui vous empêcherons de disposer de l'appartement à votre guise. » Quand Mouret fut seul avec sa femme, il s'emporta. « Je ne te comprends pas. Vraiment. Lorsque j'ai loué à l'abbé, tu boudais. Tu ne voulais pas laisser entrer un chat chez toi. Maintenant, l'abbé t'amènerait toute sa famille, toute la séquelle, jusqu'aux arrière-petits-cousins, que tu lui dirais merci. Je t'ai pourtant assez tiré par la robe. Tu ne le sentais donc pas? C'était bien clair, je ne voulais pas de ces gens. Ce ne sont pas d'honnêtes gens. »« Comment peux-tu le savoir ?» s'écria Marthe, que l'injustice irritait. « Qui te l'a dit ?»« L'abbé Faujas lui-même. Oui, je l'ai entendu un jour. Il causait avec sa mère. » Elle le regarda fixement. Alors, il rougit un peu, il balbutia. « Enfin, je le sais, cela suffit. La sœur est une sans-cœur et le mari un garnement. Tu as beau prendre tes airs de reine offensée, ce sont leurs paroles, je n'invente rien. Tu comprends? Je n'ai pas besoin de cette clique chez moi. La vieille était la première à ne pas vouloir entendre parler de sa fille. Maintenant, l'abbé dit autrement. J'ignore ce qui a pu le retourner. Quelque nouvelle cachotterie de sa part. Il doit avoir besoin d'eux. » Marthe haussa les épaules et le laissa crier. Il donna ordre à Rose de ne pas nettoyer les chambres, mais Rose n'obéissait plus qu'à madame. Pendant 5 jours, sa colère s'usa en paroles amères, en récriminations terribles. Quand l'abbé Faujas était là, il se contentait de bouder, il n'osait l'attaquer en face. Puis, comme toujours, il se fit une raison. Il ne trouva plus que des moqueries contre ces gens qui allaient venir. Il serra davantage les cordons de sa bourse, s'isola encore, s'enfonça tout à fait dans le cercle égoïste où il tournait. Quand les Trouche se présentèrent, un soir d'octobre, il murmura simplement « Diable, ils ne sentent pas bon. Ils ont de fichues mines. » L'abbé Faujas parut peu désireux de laisser voir sa sœur et son beau-frère le jour de leur arrivée. La mère s'était postée sur le seuil de la porte. Dès qu'elle les aperçut, débouchant de la place de la sous-préfecture, elle guetta, jetant des coups d'œil inquiets derrière elle, dans le corridor et dans la cuisine. Mais elle joua de malheur. Comme les Trouche entraient, Marthe, qui allait sortir, monta du jardin, suivie des enfants. « Ah, voilà toute la famille, » dit-elle avec un sourire obligeant. Madame Faujas, si maîtresse d'elle-même d'ordinaire, se troubla légèrement, balbutiant un mot de réponse. Pendant quelques minutes, on resta là, face à face, au milieu du vestibule, à s'examiner. Mouret avait prestement enjambé les marches du perron. Rose s'était plantée sur le seuil de sa cuisine. « Vous devez être bien heureuse, » reprit Marthe en s'adressant à madame Faujas. Puis, ayant conscience de l'embarras qui tenait tout le monde muet, voulant se montrer aimable pour les nouveaux venus, elle se tourna vers Trouche, en ajoutant « Vous êtes arrivé par le train de 5 heures, n'est-ce pas? Et combien y a-t-il de Besançon ici ?» 17 heures de chemin de fer, répondit Trouche, en montrant sa bouche vide de dents. En 3e, je vous réponds que c'est raide. On a le ventre rudement secoué. Il se mit à rire, avec un singulier bruit de mâchoire. Madame Faujas lui jeta un coup d'œil terrible. Alors, machinalement, il essaya de remettre un bouton crevé de sa redingote graisseuse, ramenant sur ses cuisses, sans doute pour cacher des taches,
2 cartons à chapeau qu'il portait, l'un vert, l'autre jaune. Son cou rougeâtre avait un gloussement continu, sous un lambeau de cravate noire tordue, ne laissant passer qu'un bout de chemise sale. Sa face, toute couturée, suant le vice, était comme allumée par 2 petits yeux noirs, qui roulaient sans cesse sur les gens, sur les choses, d'un air de convoitise et d'effarement. Des yeux de voleur étudiant la maison où il reviendra, la nuit, faire un coup. Mouret crut que Trouche regardait les serrures. « C'est qu'il a des yeux à prendre des empreintes, ce gaillard-là, » pensa-t-il. Cependant, Olympe comprit que son mari venait de dire une bêtise. C'était une grande femme mince, blonde, fanée, à la figure plate et ingrate. Elle portait une petite caisse de bois blanc et un gros paquet noué dans une nappe. « Nous avions emporté des oreillers, » dit-elle, en montrant d'un regard le gros paquet. « On est pas mal, en 3e, avec des oreillers. On est aussi bien qu'en 1re. Dame, c'est une fière économie. On a beau avoir de l'argent, c'est inutile de le jeter par les fenêtres, n'est-ce pas, madame ?» « Certainement, » répondit Marthe, un peu surprise des personnages. Olympe s'avança, se mit en pleine lumière, entrant en conversation d'un ton engageant. « C'est comme les habits. Moi, je mets tout ce que j'ai de plus mauvais quand je pars en voyage. J'ai dit à Honoré, « Va, ta vieille redingote est bien assez bonne. » Il a aussi son pantalon de travail, un pantalon qu'il est las de traîner. Vous voyez, j'ai choisi ma plus vilaine robe. Elle a même des trous, je crois. Ce châle me vient de maman. Je repassais dessus à la maison. Et mon bonnet, donc, un vieux bonnet dont je ne me servais plus que pour aller au lavoir. Tout ça, c'est encore trop bon pour la poussière, n'est-ce pas, madame ? Certainement, certainement, répéta Marthe, qui tâchait de sourire. À ce moment, une voix irritée se fit entendre au haut de l'escalier, jetant cette brève exclamation. « Eh bien, mère !» Mouret leva la tête, aperçut l'abbé Faujas, appuyé à la rampe du 2e étage, le visage terrible, se penchant, au risque de tomber, pour mieux voir ce qui se passait dans le vestibule. Il avait entendu le bruit des voix, il devait être là depuis un instant à s'impatienter. « Eh bien, mère !» cria-t-il de nouveau. « Oui, oui, nous montons !» répondit madame Faujas, que l'accent furieux de son fils parut faire trembler. Et, se tournant vers les Trouches, « Allons, mes enfants, il faut monter. Laissons madame aller à ses affaires. » Mais les Trouches semblèrent ne pas entendre. Ils étaient bien dans le vestibule. Ils regardaient autour d'eux d'un air ravi, comme si on leur eût fait cadeau de la maison. « C'est très gentil, murmura Olympe. « N'est-ce pas, Honoré ? D'après les lettres d'Ovide, nous ne pensions pas que cela fût si gentil. Je te le disais, il faut aller là-bas, nous serons mieux. Je me porterai mieux. Hein ? J'avais raison. » « Oui, oui, on doit être très à son aise, » dit Trouche entre ses dents. « Et le jardin est assez grand, je crois. » Puis, s'adressant à Mouret, « Monsieur, est-ce que vous permettez à vos locataires de se promener dans le jardin ?» Mouret n'eut pas le temps de répondre. L'abbé Faujas, qui était descendu, cria d'une voix tonnante. « Eh bien, Trouche ! Eh bien, Olympe !» Ils se tournèrent. Lorsqu'ils le virent debout sur une marche, formidable de colère, ils se firent tout petits. Ils le suivirent en baissant l'échine. Lui monta devant eux, sans ajouter une parole, sans même paraître s'apercevoir que les Mouret étaient là, qui regardaient ce singulier défilé. Madame Faujas, pour arranger les choses, sourit à Marthe, en fermant le cortège. Mais, quand celle-ci fut sortie, et que Mouret se trouva seul, il resta un instant dans le vestibule. En haut, au 2e étage, les portes claquaient avec violence. Il y eut des éclats de voix, puis un silence de mort régna. « Est-ce qu'il les a mis au cachot ?» dit-il en riant. « N'importe, c'est une sale famille. » Dès le lendemain, Trouche, habillé convenablement, tout en noir, rasé, ses rares cheveux ramenés soigneusement sur les tempes, fut présenté par l'abbé Faujas à Marthe et aux dames patronnesses. Il avait 45 ans, possédait une fort belle écriture, disait avoir tenu longtemps les livres dans une maison de commerce.
Ces dames l'installèrent immédiatement. Il devait représenter le comité, s'occuper des détails matériels, de 10 à 4 heures, dans un bureau qui se trouvait au premier étage de l'œuvre de la Vierge. « Tu vois qu'ils sont très tranquilles, ces braves gens, » dit Marthe à son mari au bout de quelques jours. En effet, les Trouche ne faisaient pas plus de bruit que les Faujas. À 2 ou 3 reprises, Rose prétendait bien avoir entendu des querelles entre la mère et la fille, mais aussitôt la voix grave de l'abbé s'élevait, mettant la paix. Trouche, régulièrement, partait à 10h moins un quart et rentrait à 4h15. Le soir, il ne sortait jamais. Olympe, parfois, allait faire les commissions avec madame Faujas. Personne ne l'avait encore vue descendre seule. La fenêtre de la chambre où les Trouches couchaient donnait sur le jardin. Elle était la dernière, à droite, en face des arbres de la sous-préfecture. De grands rideaux de calicot rouge, bordés d'une bande jaune, pendaient derrière les vitres, tranchant sur la façade, à côté des rideaux blancs du prêtre. D'ailleurs, la fenêtre restait constamment fermée. Un soir, comme l'abbé Faujas était avec sa mère, sur la terrasse, en compagnie des Mouret, une petite toux involontaire se fit entendre. L'abbé, levant vivement la tête, d'un air irrité, aperçut les ombres d'Olympe et de son mari qui se penchaient, accoudés, immobiles. Il demeura un instant, les yeux en l'air, coupant la conversation qu'il avait avec Marthe. Les Trouches disparurent. On entendit le grincement étouffé de l'espagnolette. « Mère, dit le prêtre, tu devrais monter. J'ai peur que tu ne prennes mal. » Madame Faujas souhaita le bonsoir à la compagnie. Lorsqu'elle se fut retirée, Marthe reprit l'entretien en demandant de sa voix obligeante. « Est-ce que votre sœur est plus malade ? Il y a 8 jours que je ne l'ai vue. »« Elle a grand besoin de repos, » répondit sèchement le prêtre. Mais elle insista par bonté. « Elle se renferme trop, l'air lui ferait du bien. Ces soirées d'octobre sont encore tièdes. Pourquoi ne descend-elle jamais au jardin ? Elle n'y a pas mis les pieds. Vous savez pourtant que le jardin est à votre entière disposition. » Il s'excusa en mâchant de sourdes paroles, tandis que Mouret, pour l'embarrasser davantage, se faisait plus aimable que sa femme. « Eh, c'est ce que je disais, ce matin. La sœur de monsieur l'abbé pourrait bien venir coudre au soleil, l'après-midi, au lieu de rester claquemurée en haut. On croirait qu'elle n'ose pas même paraître à la fenêtre. Est-ce que nous lui faisons peur, par hasard ? Nous ne sommes pourtant pas si terribles que cela. C'est comme monsieur Trouche, il monte l'escalier 4 à 4. Dites-leur donc de venir, de temps à autre, passer une soirée avec nous. Ils doivent s'ennuyer à périr, tout seuls, dans leur chambre. » L'abbé, ce soir-là, n'était pas d'humeur à tolérer les moqueries de son propriétaire. Il le regarda en face, et très carrément, « Je vous remercie, mais il est peu probable qu'ils acceptent. Ils sont là, le soir, ils se couchent. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont de mieux à faire. »« À leur aise, mon cher monsieur, » répondit Mouret, piqué du ton rude de l'abbé. Et quand il fut seul avec Marthe, « Ah ça, est-ce qu'il croit qu'il me fera prendre des vessies pour des lanternes, l'abbé ? C'est clair, il tremble que les gueux qu'il a recueillis chez lui ne lui jouent quelque mauvais tour. Tu as vu, ce soir, comme il a fait le pion, lorsqu'il les a aperçus à la fenêtre. Ils étaient là, à nous espionner. Tout cela finira mal. » Marthe vivait dans une grande douceur. Elle n'entendait plus les cris ahuris de Mouret. Les approches de la foi étaient pour elle une jouissance exquise. Elle glissait à la dévotion, lentement, sans secousse. Elle s'y berçait, s'y endormait. L'abbé Faujas évitait toujours de lui parler de Dieu. Il restait son ami, ne la charmait que par sa gravité, par cette vague odeur d'encens qui se dégageait de sa soutane. À 2 ou 3 reprises, seule avec lui, elle avait de nouveau éclaté en sanglots nerveux, sans savoir pourquoi, ayant du bonheur à pleurer ainsi. Chaque fois, il s'était contenté de lui prendre les mains, silencieux, la calmant de son regard tranquille et puissant. Quand elle voulait lui parler de ses tristesses sans cause, de ses secrètes joies, de ses besoins d'être guidée, il la faisait taire en souriant. Il disait que ces choses ne le regardaient point, qu'il fallait en parler à l'abbé Bourrette. Alors, elle gardait tout en elle. Elle demeurait frissonnante. Et lui prenait une hauteur plus grande, se mettait hors de sa portée,
comme un dieu au pied duquel elle finissait par agenouiller son âme. Les grosses occupations de Marthe, maintenant, étaient les messes et les exercices religieux auxquels elle assistait. Elle se trouvait bien dans la vaste nef de Saint-Saturnin. Elle y goûtait plus parfaitement ce repos tout physique qu'elle cherchait. Quand elle était là, elle oubliait tout. C'était comme une fenêtre immense ouverte sur une autre vie, une vie large, infinie, pleine d'une émotion qui l'emplissait et lui suffisait. Mais elle avait encore peur de l'église. Elle y venait avec une pudeur inquiète, une honte qui instinctivement lui faisait jeter un regard derrière elle, lorsqu'elle poussait la porte, pour voir si personne n'était là, à la regarder entrer. Puis elle s'abandonnait, tout s'attendrissait, jusqu'à cette voix grasse de l'abbé Bourrette qui, après l'avoir confessée, la tenait parfois agenouillée encore pendant quelques minutes, à lui parler des dîners de madame Rastoil ou de la dernière soirée des Rougon. Marthe, souvent, rentrait accablée. La religion la brisait. Rose était devenue toute puissante au logis. Elle bousculait Mouret, le grondait parce qu'il salissait trop de linge, le faisait manger quand le dîner était prêt. Elle entreprit même de travailler à son salut. « Madame a bien raison de vivre en chrétienne, lui disait-elle. Vous serez damné, vous, monsieur, et ce sera bien fait, parce qu'au fond, vous n'êtes pas bon. Non, vous n'êtes pas bon. Vous devriez la conduire à la messe dimanche prochain. » Mouret haussait les épaules. Il laissait les choses aller, se mettant lui-même au ménage, donnant un coup de balai quand la salle à manger lui paraissait trop sale. Les enfants l'inquiétaient davantage. Pendant les vacances, la mère n'étant presque jamais là, Désiré et Octave, qui avaient encore échoué aux examens du baccalauréat, bouleversèrent la maison. Serge fut souffrant, garda le lit, resta des journées entières à lire dans sa chambre. Il était devenu le préféré de l'abbé Faujas, qui lui prêtait des livres. Mouret passa 2 mois abominables, ne sachant comment guider ce petit monde. Octave, particulièrement, le rendait fou. Il ne voulut pas attendre la rentrée, il décida que l'enfant ne retournerait plus au collège, qu'on le placerait dans une maison de commerce de Marseille. « Puisque tu ne veux plus veiller sur eux, dit-il à Marthe, il faut bien que je les casse quelque part. Moi, je suis à bout, je préfère les flanquer à la porte. Tant pis si tu en souffres. D'abord, Octave est insupportable. Jamais il ne sera bachelier. Il vaut mieux lui apprendre tout de suite à gagner sa vie que de le laisser flâner avec un tas de gueux. On ne rencontre que lui dans la ville. » Marthe fut très émue. Elle s'éveilla comme d'un rêve en apprenant qu'un de ses enfants allait se séparer d'elle. Pendant 8 jours, elle obtint que le départ serait différé. Elle resta même davantage à la maison. Elle reprit sa vie active d'autrefois. Puis, elle s'alanguit de nouveau. Et, le jour où Octave l'embrassa, en lui apprenant qu'il partait le soir pour Marseille, elle fut sans force. Elle se contenta de lui donner de bons conseils. Mouret, quand il revint du chemin de fer, avait le cœur gros. Il chercha sa femme, la trouva dans le jardin, sous une tonnelle où elle pleurait. Là, il se soulagea. « En voilà un de moins, cria-t-il. Ça doit te faire plaisir. Tu pourras rôder dans les églises à ton aise. Va, sois tranquille, les 2 autres ne resteront pas longtemps. Je garde Serge parce qu'il est très doux, et que je le trouve un peu jeune pour aller faire son droit. Mais s'il te gêne, tu le diras, je t'en débarrasserai aussi. Quant à Désirée, elle ira chez sa nourrice. » Marthe continuait à pleurer silencieusement. « Que veux-tu ? On ne peut pas être dehors et chez soi. Tu as choisi le dehors, tes enfants ne sont plus rien pour toi, c'est logique. D'ailleurs, maintenant, n'est-ce pas, il faut faire de la place pour tout ce monde qui vit dans notre maison. Elle n'est plus assez grande, notre maison. Ce sera heureux si l'on ne nous met pas à la porte nous-mêmes. » Il avait levé la tête, il examinait les fenêtres du second étage, puis, baissant la voix, « Ne pleure donc pas comme une bête, on te regarde. Tu n'aperçois pas cette paire d'yeux entre les rideaux rouges ? Ce sont les yeux de la sœur de l'abbé, je les connais bien. On est sûr de les trouver là, pendant toute la journée. Vois-tu, l'abbé est peut-être un brave homme, mais ces trouches, je les sens accroupis derrière leurs rideaux comme des loups à l'affût. Je parie que si l'abbé ne les empêchait pas, il descendrait la nuit par la fenêtre pour me voler mes poires. Essuie tes yeux, ma bonne.
Sois sûr qu'ils se régalent de nos querelles. Ce n'est pas une raison, parce qu'ils sont la cause du départ de l'enfant, pour leur montrer le mal que ce départ nous fait à tous les deux. » Sa voix s'attendrissait. Il était prêt lui-même de sangloter. Marthe, navrée, touchée au cœur par ces dernières paroles, allait se jeter dans ses bras. Mais ils eurent peur d'être vus, ils sentirent comme un obstacle entre eux. Alors, ils se séparèrent, tandis que les yeux d'Olympe luisaient toujours, entre les deux rideaux rouges. Chapitre 11. Un matin, l'abbé Bourrette arriva, la face bouleversée. Il aperçut Marthe sur le perron. Il vint lui serrer les mains, en balbutiant. « Ce pauvre Compan, c'est fini, il se meurt. Je vais monter, il faut que je voie Faujas tout de suite. » Et quand Marthe lui eut montré le prêtre, qui, selon son habitude, se promenait au fond du jardin en lisant son bréviaire, il courut à lui, fléchissant sur ses jambes courtes. Il voulut parler, lui apprendre la fâcheuse nouvelle. Mais la douleur l'étrangla, il ne put que se jeter à son cou, la gorge pleine de sanglots. « Eh bien, qu'ont-ils donc, les deux abbés ?» demanda Mouret, qui se hâta de sortir de la salle à manger. « Il paraît que le curé de Saint-Saturnin est à la mort, » répondit Marthe, très émue. Mouret fit une moue de surprise. Il rentra, murmurant. « Bah, ce brave Bourrette se consolera demain, lorsqu'on le nommera curé en remplacement de l'autre. Il compte sur la place, il me l'a dit. » Cependant, l'abbé Faujas s'était dégagé de l'étreinte du vieux prêtre. Il reçut la mauvaise nouvelle avec gravité et ferma posément son bréviaire. « Compan veut vous voir, » bégayait Bourrette. « Il ne passera pas la matinée. »« Ah, c'était un ami bien cher. Nous avions fait nos études ensemble. Il veut vous dire adieu. Il m'a répété toute la nuit que vous seul aviez du courage dans le diocèse. Depuis plus d'1 an qu'il languissait, pas un prêtre de Plassans n'osait aller lui serrer la main. Et vous qui le connaissiez à peine, vous lui donniez toutes les semaines une après-midi. Il pleurait tout à l'heure en parlant de vous. Il faut vous hâter, mon ami. » L'abbé Faujas monta un instant à son appartement, pendant que l'abbé Bourrette piétinait d'impatience et de désespoir dans le vestibule. Enfin, au bout d'1 quart d'heure, tous deux partirent. Le vieux prêtre s'essuyait le front, roulait sur le pavé, en laissant échapper des phrases décousues. « Il serait mort sans une prière, comme un chien, si sa sœur n'était venue me prévenir hier soir vers 11 heures. Elle a bien fait, la chère demoiselle. Il ne voulait compromettre aucun de nous, il n'aurait pas même reçu les derniers sacrements. Oui, mon ami, il était en train de mourir dans un coin, seul, abandonné, lui qui a eu une si belle intelligence et qui n'a vécu que pour le bien. » Il se tut, puis, au bout d'un silence, d'une voix changée, « Croyez-vous que Fenil me pardonne ça ? Non, jamais, n'est-ce pas ? Lorsque Compan m'a vu arriver avec les saintes huiles, il ne voulait pas, il me criait de m'en aller. Eh bien, c'est fait. Je ne serai jamais curé. J'aime mieux ça. Je n'aurais pas laissé mourir Compan comme un chien. Il y avait 30 ans qu'il était en guerre avec Fenil. Quand il s'est mis au lit, il me l'a dit. Allons, c'est Fenil qui l'emporte. Maintenant que je suis par terre, il va m'assommer. Ah, ce pauvre Compan, lui que j'ai vu si fier, si énergique, à Saint-Saturnin. Le petit Eusèbe, l'enfant de cœur que j'ai emmené pour sonner le viatique, est resté tout embarrassé lorsqu'il a vu où nous allions. Il regardait derrière lui, à chaque coup de sonnette, comme s'il avait craint que Fenil pût l'entendre. L'abbé Faujas, marchant vite, la tête basse, l'air préoccupé, continuait à garder le silence. Il semblait ne pas écouter son compagnon. « Monseigneur est-il prévenu ?» demanda-t-il brusquement. Mais l'abbé Bourrette, à son tour, paraissait songeur. Il ne répondit pas. Puis, en arrivant devant la porte de l'abbé Compan, il murmura. « Dites-lui que nous venons de rencontrer Fenil et qu'il nous a salués. Cela lui fera plaisir. Il croira que je suis curé. »
Ils montèrent silencieusement. La sœur du moribond vint leur ouvrir. En voyant les deux prêtres, elle éclata en sanglots, balbutiant au milieu de ses larmes. « Tout est fini. Il vient de passer entre mes bras. J'étais seule. Il a regardé autour de lui en mourant. Il a murmuré. J'ai donc la peste, qu'on m'a abandonnée. Ah, messieurs, il est mort avec des larmes plein les yeux. » Ils entrèrent dans la petite chambre où le curé Compan, la tête sur un oreiller, paraissait dormir. Ses yeux étaient restés ouverts, et cette face blanche, profondément triste, pleurait encore. Les larmes coulaient le long des joues. Alors, l'abbé Bourrette tomba à genoux, sanglotant, priant, le front contre les couvertures qui pendaient. L'abbé Faujas resta debout, regardant le pauvre mort. Puis, après s'être agenouillé un instant, il sortit discrètement. L'abbé Bourrette, perdu dans sa douleur, ne l'entendit même pas refermer la porte. L'abbé Faujas alla droit à l'évêché. Dans l'antichambre de monseigneur Rousselot, il rencontra l'abbé Surin, chargé de papiers. « Est-ce que vous désiriez parler à monseigneur ?» lui demanda le secrétaire avec son éternel sourire. « Vous tomberiez mal. Monseigneur est tellement occupé qu'il a fait condamner sa porte. »« C'est pour une affaire très pressante, » dit tranquillement l'abbé Faujas. « On peut toujours le prévenir, lui faire savoir que je suis là. J'attendrai, s'il le faut. »« Je crains que ce ne soit inutile. Monseigneur a plusieurs personnes avec lui. Revenez demain, cela vaudra mieux. » Mais l'abbé prenait une chaise lorsque l'évêque ouvrit la porte de son cabinet. Il parut très contrarié en apercevant le visiteur, qu'il finit d'abord de ne pas reconnaître. « Mon enfant, dit-il à Surin, quand vous aurez classé ces papiers, vous reviendrez tout de suite. J'ai une lettre à vous dicter. » Puis, se tournant vers le prêtre, qui se tenait respectueusement debout, « Ah, c'est vous, monsieur Faujas ? J'ai bien du plaisir à vous voir. Vous avez quelque chose à me dire, peut-être ? Entrez, entrez dans mon cabinet. Vous ne me dérangez jamais. » Le cabinet de monseigneur Rousselot était une vaste pièce, un peu sombre, où un grand feu de bois brûlait continuellement, été comme hiver. Le tapis, les rideaux très épais, étouffaient l'air. Il semblait qu'on entrât dans une eau tiède. L'évêque vivait là, frileusement, dans un fauteuil, en douairière retiré du monde, ayant horreur du bruit, se déchargeant sur l'abbé Fenil du soin de son diocèse. Il adorait les littératures anciennes. On racontait qu'il traduisait Horace en secret. Les petits vers de l'anthologie grecque l'enthousiasmaient également, et il lui échappait des citations scabreuses qu'il goûtait avec une naïveté de lettré insensible aux pudeurs du vulgaire. « Vous voyez, je n'ai personne, dit-il en s'installant devant le feu. Mais je suis un peu souffrant. J'avais fait défendre ma porte. Vous pouvez parler. Je me mets à votre disposition. » Il y avait, dans son amabilité ordinaire, une vague inquiétude, une sorte de soumission résignée. Quand l'abbé Faujas lui eut appris la mort du curé Compan, il se leva, effaré, irrité. « Comment ? s'écria-t-il. « Mon brave Compan est mort, et je n'ai pu lui dire adieu ? Personne ne m'a averti. Ah, tenez, mon ami, vous aviez raison, lorsque vous me faisiez entendre que je n'étais plus le maître ici. On abuse de ma bonté. »« Monseigneur, dit l'abbé Faujas, sait combien je lui suis dévoué. Je n'attends qu'un signe de lui. » L'évêque hocha la tête, murmurant. « Oui, oui, je me rappelle ce que vous m'avez offert. Vous êtes un excellent cœur. Seulement, quel vacarme, si je rompais avec Fenil. J'aurais les oreilles cassées pendant 8 jours. Et pourtant, si j'étais bien sûr que vous me débarrassiez d'un coup du personnage, si je n'avais pas peur qu'au bout d'une semaine il revînt vous mettre un pied sur la gorge. » L'abbé Faujas ne put réprimer un sourire. Des larmes montèrent aux yeux de l'évêque. « J'ai peur, c'est vrai, » reprit-il en se laissant tomber de nouveau dans son fauteuil. « J'en suis à ce point. C'est ce malheureux qui a tué Compan, et qui m'a fait cacher son agonie, pour que je ne puisse aller lui fermer les yeux. Il a des inventions terribles. Mais, voyez-vous, j'aime mieux vivre en paix. Fenil est très actif.
Il me rend de grands services dans le diocèse. Quand je ne serai plus là, les choses s'arrangeront peut-être plus sagement. » Il se calmait, il retrouvait son sourire. « D'ailleurs, tout va bien en ce moment. Je ne vois aucune difficulté. On peut attendre. » L'abbé Faujas s'assit, et tranquillement. « Sans doute. Pourtant, il va falloir que vous nommiez un curé à Saint-Saturnin, en remplacement de monsieur l'abbé Compan. » Monseigneur Rousselot porta ses mains à ses tempes, d'un air désespéré. « Mon Dieu, vous avez raison, balbutia-t-il. Je ne pensais plus à cela. Le brave Compan ne sait pas dans quel souci il me met, en mourant si brusquement, sans que je sois prévenu. Je vous avais promis la place, n'est-ce pas ? » L'abbé s'inclina. « Eh bien, mon ami, vous allez me sauver. Vous me laisserez reprendre ma parole. Vous savez combien Fenil vous déteste. Le succès de l'œuvre de la Vierge l'a rendu tout à fait furieux. Il jure qu'il vous empêchera de conquérir Plassans. Vous voyez que je vous parle à cœur ouvert. Or, ces jours derniers, quand on causait de la cure de Saint-Saturnin, j'ai prononcé votre nom. Fenil est entré dans une colère affreuse, et j'ai dû jurer que je donnerais la cure à un de ses protégés, l'abbé Chardon, que vous connaissez, un homme très digne d'ailleurs. Mon ami, faites cela pour moi. Renoncez à cette idée. Je vous donnerai tel dédommagement qu'il vous plaira. » Le prêtre resta grave. Après un silence, comme s'il s'était consulté, « Vous n'ignorez pas, monseigneur, dit-il, que je n'ai aucune ambition personnelle. Je désire vivre dans la retraite. Ce serait pour moi une grande joie de renoncer à cette cure. Seulement, je ne suis pas mon maître. Je tiens à satisfaire les protecteurs qui s'intéressent à moi. Pour vous-même, monseigneur, réfléchissez avant de prendre une détermination que vous pourriez regretter plus tard. » Bien que l'abbé Faujas eût parlé très humblement, l'évêque sentit la menace cachée que contenaient ces paroles. Il se leva, fit quelques pas, en proie à une perplexité pleine d'angoisse. Puis, levant les mains. « Allons, voilà du tourment pour longtemps. J'aurais voulu éviter toutes ces explications. Mais, puisque vous insistez, il faut parler franchement. Eh bien, cher monsieur, l'abbé Fenil vous reproche beaucoup de choses. Comme je crois vous l'avoir déjà dit, il a dû écrire à Besançon, d'où il aura appris les fâcheuses histoires que vous savez. Certes, vous m'avez expliqué tout cela, je connais vos mérites, votre vie de repentir et de retraite. Mais que voulez-vous ? Le grand vicaire a des armes contre vous, il en use terriblement. Souvent, je ne sais comment vous défendre. Quand le ministre m'a prié de vous accepter dans mon diocèse, je ne lui ai pas caché que votre situation serait difficile. Il s'est montré plus pressant, il m'a dit que cela vous regardait, et j'ai fini par consentir. Seulement, il ne faut pas, aujourd'hui, me demander l'impossible. » L'abbé Faujas n'avait pas baissé la tête. Il la releva même. Il regarda l'évêque en face, disant de sa voix brève. « Vous m'avez donné votre parole, monseigneur. »« Certainement, certainement. Le pauvre Compan baissait tous les jours. Vous êtes venu me confier certaines choses. Alors j'ai promis. Je ne le nie pas. Écoutez, je veux vous tout dire, pour que vous ne puissiez m'accuser de tourner comme une girouette. Vous prétendiez que le ministre désirait vivement votre nomination à la cure de Saint-Saturnin. Eh bien, j'ai écrit, je me suis informé. Un de mes amis est allé au ministère. On lui a presque ri au nez, on lui a dit qu'on ne vous connaissait même pas. Le ministre se défend absolument d'être votre protecteur, entendez-vous ? Si vous le souhaitez, je vais vous faire lire une lettre où il se montre bien sévère à votre égard. » Et il tendait le bras pour fouiller dans un tiroir. Mais l'abbé Faujas s'était mis debout, sans le quitter des yeux, avec un sourire où perçait une pointe d'ironie et de pitié. « Ah, monseigneur, monseigneur, murmura-t-il. Puis, au bout d'un silence, comme ne voulant pas s'expliquer davantage, « Je vous rends votre parole, monseigneur, reprit-il. Croyez que, dans tout ceci, je travaillais plus encore pour vous que pour moi. Plus tard, quand il ne sera plus temps, vous vous souviendrez de mes avertissements. » Il se dirigeait vers la porte, mais l'évêque le retint,
le ramena en murmurant d'un air inquiet. « Voyons, que voulez-vous dire ? Expliquez-vous, cher monsieur Faujas. Je sais bien qu'on me boude à Paris depuis l'élection du marquis de la Griffoul. On me connaît vraiment bien peu si l'on s'imagine que j'ai trempé là-dedans. Je ne sors pas de ce cabinet 2 fois par mois. Alors vous croyez qu'on m'accuse d'avoir fait nommer le marquis ? Oui, je le crains, dit nettement le prêtre. Eh, c'est absurde, je n'ai jamais mis le nez dans la politique. Je vis avec mes chers livres. C'est Fenil qui a tout fait. Je lui ai dit 20 fois qu'il finirait par me causer des embarras à Paris. Il s'arrêta, rougit légèrement d'avoir laissé échapper ces dernières paroles. L'abbé Faujas s'assit de nouveau devant lui, et d'une voix profonde. « Monseigneur, vous venez de condamner votre grand vicaire. Je ne vous ai point dit autre chose. Ne continuez pas à faire cause commune avec lui, ou il vous causera des soucis très graves. J'ai des amis à Paris, quoi que vous puissiez croire. Je sais que l'élection du marquis de la Griffoul a fortement indisposé le gouvernement contre vous. À tort ou à raison, on vous croit la cause unique du mouvement d'opposition qui se manifeste à Plassans, où le ministre, pour des motifs particuliers, tient absolument à obtenir la majorité. Si, aux élections prochaines, le candidat légitimiste passait encore, ce serait extrêmement fâcheux. Je craindrais pour votre tranquillité. »« Mais c'est abominable !» s'écria le malheureux évêque, en s'agitant dans son fauteuil. « Je ne puis pas empêcher le candidat légitimiste de passer, moi. Est-ce que j'ai la moindre influence ? Est-ce que je me suis jamais mêlé de ces choses ? Ah, tenez, il y a des jours où j'ai envie d'aller m'enfermer au fond d'un couvent. J'emporterai ma bibliothèque, je vivrai bien tranquille. C'est Fenil qui devrait être évêque à ma place. Si j'écoutais Fenil, je me mettrais tout à fait en travers du gouvernement, je n'écouterais que Rome, j'enverrais promener Paris. Mais ce n'est pas mon tempérament, je veux mourir tranquille. Alors, vous dites que le ministre est furieux contre moi ? » Le prêtre ne répondit pas. 2 plis qui se creusaient au coin de sa bouche donnaient à sa face un mépris muet. « Mon Dieu, continua l'évêque, si je pensais lui être agréable en vous nommant curé de Saint-Saturnin, je tâcherais d'arranger cela. Seulement, je vous assure, vous vous trompez, vous êtes peu en odeur de sainteté. » L'abbé Faujas eut un geste brusque. Il se livra, dans une courte impatience. « Eh, dit-il, oubliez-vous que des infamies courent sur mon compte et que je suis arrivé à Plassans avec une soutane percée. Lorsqu'on envoie un homme perdu à un poste dangereux, on le renie jusqu'au jour du triomphe. Aidez-moi à réussir, monseigneur. Vous verrez que j'ai des amis à Paris. » Puis, comme l'évêque, surpris de cette figure d'aventurier énergique qui venait de se dresser devant lui, continuait à le regarder silencieusement, il redevint souple. Il reprit. « Ce sont des suppositions. Je veux dire que j'ai beaucoup à me faire pardonner. Mes amis attendent, pour vous remercier, que ma situation soit complètement assise. » Monseigneur Rousselot resta muet un instant encore. C'était une nature très fine, ayant appris le vice humain dans les livres. Il avait conscience de sa grande faiblesse, il en était même un peu honteux, mais il se consolait en jugeant les hommes pour ce qu'ils valaient. Dans sa vie d'épicurien lettré, il y avait, par instants, une profonde moquerie des ambitieux qui l'entouraient en se disputant les lambeaux de son pouvoir. « Allons, dit-il en souriant, vous êtes un homme tenace, cher monsieur Faujas. Puisque je vous ai fait une promesse, je la tiendrai. Il y a 6 mois, je l'avoue, j'aurais eu peur de soulever tout Plassans contre moi, mais vous avez su vous faire aimer. Les dames de la ville me parlent souvent de vous avec de grands éloges. En vous donnant la cure de Saint-Saturnin, je paye la dette de l'œuvre de la Vierge. » L'évêque avait retrouvé son amabilité enjouée, ses manières exquises de prélat charmant. L'abbé Surin, à ce moment, passa sa jolie tête dans l'entrebâillement de la porte. « Non, mon enfant, dit l'évêque, je ne vous dicterai pas cette lettre. Je n'ai plus besoin de vous. Vous pouvez vous retirer. »« Monsieur l'abbé Fenil est là, murmura le jeune prêtre. Ah bien, qu'il attende. » Monseigneur Rousselot avait eu un léger tressaillement, mais il fit un geste de décision presque plaisant.
Il regarda l'abbé Faujas d'un air d'intelligence. « Tenez, sortez par ici, » lui dit-il en ouvrant une porte cachée sous une portière. Il l'arrêta sur le seuil. Il continua à le regarder en riant. « Fenil va être furieux. Vous me promettez de me défendre contre lui. S'il crie trop fort, je vous le mets sur les bras, je vous en avertis. Je compte bien aussi que vous ne laisserez pas réélire le marquis de la Griffoul. Dame, c'est sur vous que je m'appuie maintenant, cher monsieur Faujas. » Il le salua du bout de sa main blanche, puis rentra nonchalamment dans la tiédeur de son cabinet. L'abbé était resté courbé, surpris de l'aisance toute féminine avec laquelle monseigneur Rousselot changeait de maître et se livrait au plus fort. Alors seulement il sentit que l'évêque venait de se moquer de lui, comme il devait se moquer de l'abbé Fenil, du fauteuil moelleux où il traduisait Horace. Le jeudi suivant, vers 10 heures, au moment où la belle société de Plassans s'écrasait dans le salon vert des Rougons, l'abbé Faujas parut sur le seuil. Il était superbe, grand, rose, vêtu d'une soutane fine qui luisait comme un satin. Il resta grave avec un léger sourire, à peine un pli aimable des lèvres, tout juste ce qu'il fallait pour éclairer sa face austère d'un rayon de bonhomie. « Ah, c'est ce cher curé !» cria gaiement madame de Condamine. Mais la maîtresse de maison se précipita. Elle prit dans ses 2 mains une des mains de l'abbé, l'amenant au milieu du salon, le cajolant du regard, avec un doux balancement de tête. « Quelle surprise! Quelle bonne surprise !» répéta-t-elle. « Voilà un siècle qu'on ne vous a vu. Il faut donc que le bonheur tombe chez vous pour que vous vous souveniez de vos amis. » Lui saluait avec aisance. Autour de lui, c'était une ovation flatteuse, un chuchotement de femmes ravies. Madame de Langres et madame Rastoil n'attendirent pas qu'il vînt les saluer. Elles s'avancèrent pour le complimenter de sa nomination qui était officielle depuis le matin. Le maire, le juge de paix, jusqu'à monsieur de Bourdeux, lui donnèrent des poignées de main vigoureuses. « Hein, quel gaillard !» murmura monsieur de Condamine à l'oreille du docteur Porquier. « Il ira loin. Je l'ai flairé dès le premier jour. Vous savez qu'ils mentent comme des arracheurs de dents, la vieille Rougon et lui, avec leur simagrée. Je l'ai vu se glisser ici plus de 10 fois à la nuit tombante. Ils doivent tremper dans de jolies histoires, tous les 2. » Mais le docteur Porquier eut une peur atroce que monsieur de Condamine ne le compromît. Il se hâta de le quitter pour serrer, comme les autres, la main de l'abbé Faujas, bien qu'il ne lui eût jamais adressé la parole. Cette entrée triomphale fut le grand événement de la soirée. L'abbé s'étant assis, un triple cercle de jupes l'entoura. Il causa avec une charmante bonhomie, parla de toutes choses, évitant soigneusement de répondre aux allusions. Félicité l'ayant questionné directement, il se contenta de dire qu'il n'habiterait pas la cure, qu'il préférait le logement où il vivait si tranquille depuis près de 3 ans. Marthe était là, parmi les dames, très réservée, ainsi qu'à son ordinaire. Elle avait simplement souri à l'abbé, le regardant de loin, un peu pâle, l'air las et inquiet. Mais, lorsqu'il eut fait connaître son intention de ne pas quitter la rue Balande, elle rougit beaucoup. Elle se leva pour passer dans le petit salon, comme suffoquée par la chaleur. Madame Paloc, auprès de laquelle monsieur de Condamine était allé s'asseoir, ricana en lui disant assez haut pour être entendue: « C'est propre, n'est-ce pas ? Elle devrait au moins ne pas lui donner des rendez-vous ici, puisqu'ils ont toute la journée chez eux. » Seul monsieur de Condamine se mit à rire. Les autres personnes prirent un air froid. Madame Paloc, comprenant qu'elle venait de se faire du tort, essaya de tourner la chose en plaisanterie. Cependant, dans les coins, on causait de l'abbé Fenil. La grande curiosité était de savoir s'il allait venir. Monsieur de Bourdeux, un des amis du grand vicaire, raconta doctement qu'il était souffrant. La nouvelle de cette indisposition fut accueillie par des sourires discrets. Tout le monde était au courant de la révolution qui avait eu lieu à l'évêché. L'abbé Surin donnait à ces dames des détails très curieux sur l'horrible scène survenue entre monseigneur et le grand vicaire. Ce dernier,
battu par monseigneur, faisait raconter qu'une attaque de goutte le clouait chez lui. Mais ce n'était pas là un dénouement, et l'abbé Surin ajoutait que l'on en verrait bien d'autres. Cela se répétait à l'oreille, avec de petites exclamations, des hochements de tête, des mots de surprise et de doute. Pour l'instant, du moins, c'était l'abbé Faujas qui l'emportait. Aussi, les belles dévotes se chauffaient-elles doucement à ce soleil levant. Vers le milieu de la soirée, l'abbé Bourrette entra. Les conversations se turent, on le regarda curieusement. Personne n'ignorait que, la veille encore, il comptait sur la cure de Saint-Saturnin. Il avait suppléé l'abbé Compan pendant sa longue maladie. La place était à lui. Il resta un instant sur le seuil, sans remarquer le mouvement que son arrivée produisait, un peu essoufflé, les paupières battantes. Puis, ayant aperçu l'abbé Faujas, il se précipita, lui serra les deux mains avec effusion, en s'écriant « Ah, mon bon ami, laissez-moi vous féliciter. Je viens de chez vous, où j'ai appris par votre mère que vous étiez ici. Je suis bien heureux de vous rencontrer. » L'abbé Faujas s'était levé, gêné, malgré son grand sang-froid, surpris par ces tendresses qu'il n'attendait point. « Oui, murmura-t-il, j'ai dû accepter, malgré mon peu de mérite. J'avais d'abord refusé, citant à monseigneur des prêtres plus dignes, vous citant vous-même. » L'abbé Bourrette cligna les yeux, et, l'emmenant à l'écart, baissant la voix. « Monseigneur m'a tout conté. Il paraît que Fenil ne voulait absolument pas entendre parler de moi. Il aurait mis le feu au diocèse si j'avais été nommé. Ce sont ses propres paroles. Mon crime est d'avoir fermé les yeux à ce pauvre Compan. Et il exigeait, comme vous le savez, la nomination de l'abbé Chardon, un homme pieux sans doute, mais d'une insuffisance notoire. Le grand vicaire comptait régner sous son nom à Saint-Saturnin. C'est alors que monseigneur vous a donné la place pour lui échapper et lui faire pièce. Cela me venge. Je suis enchanté, mon cher ami. Est-ce que vous connaissiez l'histoire ? Non, pas dans les détails. Eh bien, les choses se sont passées ainsi. Je vous l'affirme, je tiens les faits de la bouche même de monseigneur. Entre nous, il m'a laissé entrevoir un beau dédommagement. Le second grand vicaire, l'abbé Vial, a depuis longtemps le désir d'aller se fixer à Rome. La place se serait libre, vous entendez ? Enfin, silence sur tout ceci. Je ne donnerai pas ma journée pour beaucoup d'argent. » Et il continuait à serrer les mains de l'abbé Faujas, tandis que sa large face jubilait d'aise. Autour d'eux, les dames se regardaient d'un air étonné, avec des sourires. Mais la joie du bonhomme était si franche qu'elle finit par se communiquer à tout le salon vert, où l'ovation faite au nouveau curé prit un caractère plus intime et plus attendri. Les jupes se rapprochèrent. On parla des orgues de la cathédrale, qui avaient besoin d'être réparés. Madame de Condamin promit un reposoir superbe pour la procession de la prochaine fête-Dieu. L'abbé Bourrette prenait sa part du triomphe, lorsque madame Paloc, allongeant sa face de monstre, lui toucha l'épaule en lui murmurant à l'oreille. « Alors, monsieur l'abbé, demain, vous ne confesserez pas dans la chapelle Saint-Michel ?» Le prêtre, depuis qu'il suppléait l'abbé Compan, avait pris le confessionnal de la chapelle Saint-Michel, le plus grand, le plus commode de l'église, qui était réservé particulièrement au curé. Il ne comprit pas d'abord. Il cligna les yeux en regardant madame Paloc. « Je vous demande, reprit-elle, si vous reprendrez demain votre ancien confessionnal dans la chapelle des Saint-Anges. » Il devint un peu pâle et garda le silence un instant encore. Il baissait les yeux sur le tapis, éprouvant une légère douleur à la nuque, comme s'il venait d'être frappé par derrière. Puis, sentant que madame Paloc restait là, à le dévisager, « Certainement, balbutia-t-il, je reprends mon ancien confessionnal. Venez à la chapelle des Saints-Anges, la première à gauche, du côté du cloître. Elle est très humide. Couvrez-vous bien, chère dame, couvrez-vous bien. » Il avait des larmes au bord des paupières.
Il s'était pris de tendresse pour le beau confessionnal de la chapelle Saint-Michel, où le soleil entrait, l'après-midi, juste à l'heure de la confession. Jusque-là, il n'avait éprouvé aucun regret à remettre la cathédrale aux mains de l'abbé Faujas. Mais ce petit fait, ce déménagement d'une chapelle à une autre, lui parut horriblement pénible. Il lui sembla que le but de toute sa vie était manqué. Madame Paloc fit remarquer à voix haute qu'il était devenu triste tout d'un coup. Mais lui se défendit, essaya de sourire encore. Il quitta le salon de bonne heure. L'abbé Faujas resta un des derniers. Rougon était venu le complimenter, causant gravement, assis tous deux aux deux coins d'un canapé. Ils parlaient de la nécessité des sentiments religieux dans un état sagement administré, tandis que chaque dame qui se retirait avait devant eux une longue révérence. « Monsieur l'abbé, dit gracieusement Félicité, vous savez que vous êtes le cavalier de ma fille. » Il se leva. Marthe l'attendait près de la porte. La nuit était très noire. Dans la rue, ils furent comme aveuglés par l'obscurité. Ils traversèrent la place de la sous-préfecture sans prononcer une parole. Mais, rue Balande, devant la maison, Marthe lui toucha le bras au moment où il allait mettre la clé dans la serrure. « Je suis bien heureuse du bonheur qui vous arrive, » lui dit-elle d'une voix très émue. « Soyez bon, aujourd'hui. Faites-moi la grâce que vous m'avez refusée jusqu'à présent. Je vous assure, l'abbé Bourrette ne m'entend pas. Vous seul pouvez me diriger et me sauver. » Il l'écarta d'un geste, puis, quand il eut ouvert la porte et allumé la petite lampe que Rose laissait au bas de l'escalier, il monta en lui disant doucement : « Vous m'avez promis d'être raisonnable. Je songerai à ce que vous demandez. Nous en causerons. » Elle lui aurait baisé les mains. Elle n'entra chez elle que lorsqu'elle l'eut entendu refermer sa porte à l'étage supérieur. Et, pendant qu'elle se déshabillait et qu'elle se couchait, elle n'écouta pas Mouret, à moitié endormi, qui lui racontait longuement les cancans qui couraient la ville. Il était allé à son cercle, le cercle du commerce, où il mettait rarement les pieds. « L'abbé Faujas a roulé l'abbé Bourrette », répétait-il pour la 10e fois en tournant lentement la tête sur l'oreiller. « Cet abbé Bourrette, quel pauvre homme ! N'importe, c'est amusant de voir les calotins se manger entre eux. L'autre jour, tu te souviens, lorsqu'ils s'embrassaient au fond du jardin, est-ce qu'on n'aurait pas dit 2 frères ? Ah bien, oui, ils se volent jusqu'à leur dévote. Pourquoi ne réponds-tu pas, ma bonne ? Tu crois que ce n'est pas vrai ? Non, tu dors, n'est-ce pas ? Alors, bonsoir, à demain. » Il se rendormit, mâchant des lambeaux de phrases. Marthe, les yeux grands ouverts, regardait en l'air, suivait au plafond, éclairé par la veilleuse, le frôlement des pantoufles de l'abbé Faujas qui se mettait au lit.